Alors, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour certaines qui sont maintenant presque des habitués du webinaire. Alors, avec Claire Dahan, ici présente, psychologue clinicienne, et Léa, que vous connaissez maintenant, qui est notre stagiaire, élève avocate. On va attendre encore 3 petites minutes, le temps que tout le monde arrive tranquillement pour participer à cette séance. Alors, tac. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien, Claire? Oui, parfait. C'est bon, Léa? Tout le monde m'entend bien? Vous pouvez me confirmer sur le chat que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Bon, a priori, oui. Je suppose que oui. Sinon, vous le signifieriez. Alors, je vous envoie quand même un petit… Je ne vois pas le nombre de participantes. Voilà, bon, tout le monde m'entend bien. Ok, formidable. Et par contre, je n'entends pas Léa. Non. Voilà. Ah, c'est bon, normalement. Très bien. Voilà. Ce que je vous conseille, Léa et Claire, c'est que quand vous n'intervenez pas, vous pouvez mettre votre micro sur silencieux. Les petits onglets qui sont en dessous. Voilà, tout simplement. Bon, alors, rebonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce 4e webinaire en ces temps de confinement, presque post-confinement. Mais les webinaires vont continuer parce qu'il me semble que la plupart d'entre vous continueront à travailler en télétravail, ce qui est le cas de 70% de la population française. Donc, ces séances sont plus que jamais d'actualité et il me semble que le sujet traité ce jour est à la fois un sujet sociétal, mais un vrai sujet, tout sauf un sujet tarte à la crème, tout sauf un sujet cosmétique, et pour lequel on peut élaborer déjà des constats qui soient précis, pas des constats psychologisants. Et Claire Dahan est là précisément pour nous éclairer sur ces aspects-là. Et il y a aussi des aspects de droit qui sont extrêmement importants, puisque précisément l'interaction entre la vie professionnelle et la vie privée est absolument intriquée en ce moment, et particulièrement dans le contexte du télétravail. Télétravail, comme je l'ai dit dans le précédent webinaire portant sur le télétravail, va perdurer dans le temps, alors déjà dans les prochains mois, vraisemblablement jusqu'à la rentrée 2020, jusqu'au mois de septembre, mais peut-être aussi de manière beaucoup plus élargie par la suite. Vous le savez, je le rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là les précédents webinaires, avant la période de Covid-19, la population française était à peu près entre 10 et 15% en télétravail, en tout cas de manière régulière, et maintenant on a bondi à 70%. Donc, il me semble que des habitudes vont être prises par les managers, par les entreprises, par les salariés ou les agents eux-mêmes, et donc que cette situation va perdurer, confinement ou pas confinement, en espérant qu'il n'y ait pas de seconde ou troisième vague, comme certains le prédisent. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il me semble, de manière assez objective, sans prendre ma boule en cristal de Madame Irma, que ces modalités de travail vont perdurer. Donc, si ces modalités de travail perdurent,
les difficultés inhérentes à ces modalités de travail, à savoir une charge mentale renforcée, notamment pour les femmes, toujours à l'intersection de la vie professionnelle et la vie privée, vont perdurer ou peut-être s'accroître. Donc, il est extrêmement important d'apporter des angles précis, des solutions précises sur ces sujets. Donc, pour démarrer, courte introduction. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la charge mentale à la faveur d'une BD formidable par une dessinatrice qui s'appelle Emma, dont vous avez dû entendre parler, dont je vous passerai une petite vignette tout à l'heure. Cette BD s'appelle « Fallait demander ». Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant de la diffusion de cette BD parce qu'elle a été partagée plus de 25 000 fois sur Facebook et peut-être plus encore depuis mai 2017. L'objet de cet incroyable buzz, c'est bien le sujet du jour, c'est la charge mentale. C'est donc une petite planche qui est devenue culte et qui démarre par ce propos-là. T'as pas fait la vaisselle, demande-t-elle, donc une femme face à un évier débordant. Bah, tu m'as pas demandé, répond-il depuis la pièce voisine. Il y a une psychiatre qui a rebondi sur ce buzz incroyable, qui est une psychiatre assez connue, que vous entendez peut-être à la radio assez fréquemment, notamment sur France Inter, dans l'émission Grand Bien vous fasse. C'est la psychiatre Aurélia Schneider qui a écrit un livre qui s'appelle « La charge mentale des femmes et aussi celle des hommes ». Et dans ce livre, elle rappelle très pertinemment que cette notion de charge mentale, elle existe, elle a été inaugurée, on va dire, en 1984 par une sociologue française qui s'appelle Monique Eco et qui, elle, donc, a évoqué la première fois ce concept de charge mentale. Et sur quelle base a-t-elle développé cette notion-là? Elle a développé cette notion-là sur l'idée que deux univers, donc l'univers professionnel et l'univers domestique, coexistent en permanence chez une femme qui travaille, et non seulement coexistent, mais empiètent l'un sur l'autre. Elle définit plus précisément la charge mentale comme le fait de devoir penser à un domaine alors qu'on se trouve physiquement dans l'autre domaine. Alors, Léa, j'aimerais bien que tu nous rappelles un petit peu l'objet d'étude de Monique Eco et notamment ses principales conclusions pour qu'on puisse avoir un aspect assez rigoureux de ce qu'est la charge mentale. D'accord. Alors, la première chose que l'on peut tirer des travaux de la sociologue Monique Eco, c'est que la terminologie du terme charge mentale est plus ancienne que ce que l'on pense, puisqu'elle en parlait déjà il y a une trentaine d'années. Alors, cette sociologue, elle a publié en 1984, comme vous l'avez dit Judith, un article intitulé « La gestion ordinaire de la vie en deux », où finalement, elle étudie de nouvelles exigences professionnelles des femmes dans leur gestion quotidienne familiale. Alors, Monique Eco, elle s'est particulièrement intéressée aux femmes du milieu ouvrier qui travaillaient et qui, en même temps, étaient toujours chargées de l'organisation et de la tenue de la maison. Et finalement, la sociologue, elle s'est aperçue que pour concilier les deux, ces femmes étaient obligées de négliger une partie des charges de la maison. Donc, le travail et les tâches domestiques, ce n'était pas successivement une double journée pour ces femmes, mais une simultanéité de tâches à mettre en œuvre. Donc, c'est à cette conclusion-là que la sociologue est arrivée. On vous entend plus, Judith. Merci Léa pour ces précisions qui sont importantes parce qu'elles posent une définition précise de ce qu'est la charge mentale. Sur le plan psychologique, Monique Eco décrit aussi les fonctionnements qui se mettent en place dans cette simultanéité des tâches, qui correspond donc à la notion de charge mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Léa? Alors oui, donc Monique Eco, elle rappelle qu'il y a quand même un profil type de personnes observées par les psychiatres qui sont particulièrement sujets à une charge mentale assez conséquente. Donc, il s'agit des anxieux, des perfectionnistes, les personnes qui aiment tout contrôler. Mais pourtant, il n'y a pas que, puisque donc elle précise que la charge mentale, c'est comme un petit cadeau qui vient avec le fait d'être tout simplement humain et d'avoir cette capacité de pouvoir s'envisager dans le contexte présent, mais également dans le futur. Donc, c'est-à-dire d'anticiper les conséquences à ses actions sur le long terme. La sociologue précise également que la charge mentale, c'est quelque chose qui vient avec le développement du cortex préfrontal et qui donc nous a été bien utile, mais qui est aussi une sorte de cadeau, de petit poison, cadeau empoisonné, puisque la charge mentale fait que je pense aussi à tout ce que j'oublie de faire, pour citer Madame Eco. Merci beaucoup Léa pour ces précisions, pour avoir posé le cadre de ce webinaire. Donc, si on doit relever des caractéristiques
importante, que représente la charge mentale, ce serait, je dirais, cette notion d'anticipation permanente, c'est très important. Voilà, anticipation permanente qui est liée à la simultanéité des tâches à accomplir ou supposées devoir être accomplies, parce que parfois, ça peut être aussi une vue de l'esprit. Donc, la charge mentale, comme on l'a dit, donc cette problématique liée à l'anticipation permanente d'une femme à cheval entre la vie privée et la vie professionnelle, loin d'être un concept cosmétique, c'est une réalité physique, c'est une réalité psychique, c'est une réalité émotionnelle qui touche donc nombre d'entre nous et qui, en cette période particulière de confinement ou de télétravail, peut être démultipliée. Avant de passer la parole à Claire Dahan, que j'inviterai à se présenter rapidement parce qu'elle a une activité très vaste, elle a des compétences très vastes, des expertises très particulières qui vont nous intéresser aujourd'hui, je vous propose de regarder 2 petites vidéos qui sont assez drôles, touchantes, parfois peut-être désespérantes. Vous les connaissez peut-être. Il s'agit de 2 extraits de films mettant en scène 2 femmes, une femme dans la quarantaine, une autre plutôt à l'âge de la retraite, et leur discours est très symptomatique de ce qu'une femme peut vivre, peut ressentir, et le phénomène, on va dire, cocotte minute que représente cette fameuse charge mentale. Et ça, c'est très, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je me suis permise cette petite introduction pour précisément donner un ton à la fois léger, mais en même temps, comment dire, qui nous concerne toutes, avant de rentrer dans le fond du sujet. Alors, je vais tout de suite lancer les vidéos et si vous voulez, vous pouvez vous exprimer très librement, soit sur les vidéos qui vont être diffusées, soit sur les questions qui vont être posées, élaborées, sur nos interventions aux unes et aux autres. Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute. Bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les 3. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de... Voilà, donc un petit extrait assez amusant celui-ci, mais qui dit bien la frustration que peut générer cette fameuse charge mentale sur des années de vie et de consécration à ses enfants et à son foyer. Je vous diffuse une dernière petite vidéo qui, elle, est un petit peu plus désespérante, on va dire, dans son propos, mais qui dit aussi beaucoup ce que les femmes entendent quand elles osent dire qu'elles en ont trop sur les épaules. On a souvent tendance, et dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle, pardonnez-moi ce terme un peu prosaïque qui est tombé dans le langage commun, on les traite d'hystériques. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels, comment dire, une sorte de formulation sur lesquelles toutes les femmes doivent dire stop. Et précisément, Claire est là pour nous permettre de ne pas en arriver là à, comment dire, à ces états cocotte minute. Je vous diffuse la deuxième vidéo. Pour m'excuser? Tu veux que je demande pardon à ma mère? Toi? Bah, écoute, Babou. Et moi,
Qui va me demander pardon à moi? Hein? Le livre de grammaire est bien posé sur leurs genoux. La formule mathématique est bien écrite au bic, dans la paume de leurs mains. Mais leurs yeux disent, mais non, 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 je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, madame. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Tu vois pas du tout de quoi je parle? Y a rien qui te vient, là? Ben, je sais pas, moi. Tu pourrais, par exemple, reconnaître que j'ai quand même sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'avais du temps, hein. Ah, les enfants. Eh ben, tiens, parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir? Parce que les enfants, y a rien de plus beau? Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si, si, si. Si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars, et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner, les chiards, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas, Babou. Ah non, elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait? Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques, de toute façon. Parce qu'en vérité, Pierre, je suis un peu honte de moi aussi. Avec mon petit poste, mon petit collège, ma petite banlieue, ça ne te fait pas briller, hein? Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance du petit. Alors qui va me demander pardon à moi? Alors, on reprend. Voilà, donc j'avoue que c'est assez caricatural, mais ça peut être aussi tout à fait symptomatique du ressenti de nombreuses femmes. Et sachez que j'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont appelée et qui m'ont fait part de ces difficultés, de ces éclats qu'elles ont pu avoir, notamment avec leur conjoint, même dans des situations où la relation était plutôt bonne. Et parfois, malheureusement, à la faveur d'une mauvaise communication ou d'une surcharge, eh bien, on peut penser au divorce, à la séparation, alors qu'il s'agit simplement d'une difficulté structurelle. Donc, précisément, pour ne pas en arriver là, pour ne pas tenir les discours comme ces deux actrices absolument formidables, je vais demander à Claire de nous éclairer sur les 3 niveaux de charge mentale, comme ça, pour avoir une idée vraiment très, très nette et pouvoir serrer les problématiques. Alors, Claire, est-ce que vous pourriez nous classifier un petit peu, nous expliciter ce que serait peut-être la charge mentale du corps, du cœur et celle de l'esprit? Oui, alors la charge mentale, pour moi, elle intervient vraiment dans 3 domaines. On a la charge mentale de base, j'ai envie de dire, fondamentale, qui consiste pour une femme à s'occuper des tâches ménagères et également des enfants, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le foyer, pas seulement le ménage et la cuisine, mais les enfants. Et en période de confinement, puisque là nous sommes en plein dedans et c'est le sujet du jour, eh bien en période de confinement, on a les enfants et toute la famille présente toute la journée à la maison. Donc les femmes vont se retrouver avec des repas cuisinés de manière beaucoup plus régulière, 2 par jour, une maison qui se salit plus vite, et on a justement cette charge qui est physique, c'est une charge de corps, c'est-à-dire il y a une fatigue physique du fait que on prend sur nous des tas de choses qui sont effectivement à faire. Et puis on a la charge mentale au sens mental, c'est-à-dire de l'esprit. Et cette charge mentale, en fait, c'est pas faire, c'est penser. C'est-à-dire que il faut que je pense à ce que tout soit très bien fait à la maison et que tout le monde ait ce qu'il lui faut. Alors, c'est-à-dire que aujourd'hui, les hommes en font davantage. Bon, on n'est pas encore à égalité puisque les femmes y consacrent 1h30 de plus par jour que les hommes, selon l'INSEE. 1h30 avec les enfants, bien sûr, et avec tout ce temps dont on va parler. Mais il y a certaines choses qui sont du domaine de la responsabilité de la femme. Et cette bande dessinée d'Emma est très pertinente parce que t'avais qu'à demander, il fallait demander. Ben, c'est intéressant parce que même quand une femme envoie son conjoint faire les courses, elle doit lui faire une liste avant. Même quand l'homme s'occupe d'emmener les enfants quelque part, il faut que la femme, elle puisse gérer l'anticipation de ses tâches.
Alors, tout à l'heure, Judith, vous aviez parlé de multitâche. Ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que le multitâche, c'est assez épuisant. C'est-à-dire de faire quelque chose pendant qu'on fait autre chose. Donc, on est au travail et pendant ce temps, on rédige une liste de courses et pendant ce temps, on prend rendez-vous chez l'orthophoniste pour le petit et pendant ce temps, on gère un dossier d'inscription pour le grand. Eh bien, tout ça, mis bout à bout, ça va causer une fatigue, une surcharge qui est qui pèse. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça une charge en fait cognitive qui est invisible et qui concerne l'organisation et l'anticipation. Alors, tout à l'heure, Léa a parlé aussi de cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la résolution de problèmes. Et effectivement, dans cette résolution de problèmes, on a tout ce qui est organisation, tout ce qui est stratégie, comment les choses vont s'articuler et qui est extrêmement fatigante. Et puis, on a une autre charge en ce moment, enfin la charge mentale. Donc, c'est pas seulement physique, c'est pas seulement esprit et mental, mais c'est aussi émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de domaines comme ça où ce sont les femmes qui doivent parler de ça aux enfants. J'ai une patiente qui me disait justement hier, c'est à moi de demander aux enfants comment ils vivent le confinement, comment ils vivent un éventuel retour à l'école. Et quand j'en ai parlé à mon mari hier, il m'a dit non, mais ces trucs-là, c'est à toi d'en parler. Donc tout ce qui est du domaine des émotions, du ressenti, de comment vont les membres de la famille, ça repose vraiment sur les épaules de la femme et on peut se demander après tout pourquoi. Merci Claire, merci beaucoup de ces précisions. Alors, ce sur quoi il me semble intéressant de prendre un petit peu de temps là tout de suite, Claire, si vous voulez bien, c'est l'aspect charge mentale, alors émotionnelle. Alors je dirais, peut-être je traduirais ça, la charge mentale côté cœur. Alors moi, je vais parler en tant que juriste. C'est mon rôle, je ne vais pas m'improviser autre que je ne suis. Ce que j'entends beaucoup chez mes clients ou chez mes futurs clients, c'est que certains clients, comme vous le savez, ont dû subir le confinement. Ils avaient des projets de divorce, ils avaient des projets de séparation quand il s'agit de couples pacsés ou concubins. Ils sont obligés de cohabiter ensemble. Ça pose évidemment des difficultés majeures puisque personne ne peut quitter le foyer pour aller rejoindre son amant, sa maîtresse, sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon. Donc, c'est véritablement une cohabitation forcée qui peut être source de disputes extrêmement graves, parfois même de violence. Et ça, ce sera le sujet de notre prochain webinaire le mardi 12 juin sur les violences conjugales en temps de confinement. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais vous voyez, il y a, comment dire, une sorte de guerre de tranchées qui s'établit. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une dame qui m'a dit, voilà, je veux absolument que mon concubin quitte le domicile. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'ils ont fait une répartition qui fait le ménage, qui fait à manger, etc. Et elle a décidé de faire grève complètement. Donc, elle m'a envoyé des photos de chez elle avec la poubelle qui déborde, la vaisselle dans le lavabo, le linge qui n'est pas fait. Elle s'enferme dans la chambre et elle oblige son mari à s'occuper de ses enfants. Je lui ai dit, halte là, madame, c'est pas du tout une solution. Déjà, c'est pas une solution en soi, c'est un principe de bon sens pour l'équilibre de la famille, pour l'équilibre du couple en période de confinement, mais ce n'est même pas votre intérêt d'agir de la sorte dans le cadre d'une future procédure, puisque précisément, quand il y a une charge mentale importante sur le plan relationnel, sur le plan du cœur, ce que j'ai appelé sur le plan du cœur, et qu'un projet de divorce ou de séparation est en cours, bien au contraire, il faut rétro-pédaler, il faut faire preuve de sagesse, de sérénité et se dire, eh bien, profitons de cette période-là où on est obligé de cohabiter l'un avec l'autre pour précisément prévoir, envisager toutes les conséquences de notre séparation. Car ces méthodes très délétères au sein des foyers, dans le cadre de ce confinement, où chacun est de son côté, chacun essaie, j'ai eu par exemple des exemples très infantiles, mais dont on peut entendre parler, c'est que, par exemple, j'ai eu une dame qui a changé le code de la box, voilà, pour que le mari n'ait pas accès à Internet et ne puisse pas télétravailler. J'ai eu un monsieur qui m'a dit que sa femme avait profité de son absence pour se mettre en Zoom, en visioconférence comme nous actuellement, pour lâcher des choses horribles sur lui ou pour, comme par mégarde, balancer comment dire, des choses assez personnelles. Donc ça, c'est très grave. Je veux dire, on ne peut pas tomber dans ce type d'écueil, même si on est complètement débordé, même si on est submergé. Donc,
ce sur quoi je voulais attirer votre attention, et avec une vision juridique de l'aspect de la charge mentale en période de confinement, c'est que bien sûr, les choses peuvent exploser. Il faut, et là, Claire Daron va rebondir, je pense tout à fait pertinemment sur mes propos, c'est qu'il faut prendre un temps de recul, ne pas céder à la pression de l'émotion sur l'instant, ne pas exploser, parce que les tensions peuvent rapidement dégénérer, malheureusement parfois en violence conjugale. Parfois, vous avez aussi un conjoint qui n'attend que ça, voyez, qui n'attend que ça, que vous le bousculiez un petit peu, etc., pour appeler la police ou la gendarmerie, qui au demeurant ne vont pas forcément se déplacer, surtout en ces temps de Covid. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et je dirais que voilà, cette notion de charge mentale, précisément de ne pas exploser comme Valérie Benguigui ou même sur le mode de l'humour comme Maria Pacôme, mais faire en sorte, prendre sur soi, même si c'est extrêmement compliqué, pour minorer l'attention préexistante à cette charge mentale et pouvoir cohabiter aussi bien que possible. Je vous passe la parole, Claire. Oui, alors par rapport à ce couple, effectivement, le confinement, c'est une bulle. On est tous coincés à la maison en même temps, et cette bulle, elle va être révélatrice de ce qu'est le couple. C'est-à-dire qu'il y a des couples comme ça qui vont se rendre compte que ben non, finalement, ils avaient des reproches l'un à l'égard de l'autre, mais que finalement chacun assure. Non, mais il est plutôt sympa, il fait ça. Donc ça, c'est bien, c'est un bon révélateur. Et puis malheureusement, il y a des couples qui sont un peu déjà en dents de scie et où ça va éclater avec un aspect émotionnel très important. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché, en colère? Qu'est-ce que je conseille à mes patients? C'est prenez un petit peu de temps pour vous, en général, allez faire une activité, sortez avec vos amis. Là, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une tension dans le couple, il n'y a pas de moyen il n'y a pas d'exutoire, il n'y a pas de moyen de se changer les idées. Ça, c'est une première chose qui fait qu'en temps de confinement, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'un couple, en ce moment, n'a pas d'intimité. Je disais, j'étais en consultation hier, en téléconsultation avec une patiente qui me disait, mais pour dire une phrase à mon mari, il faut que j'attende qu'il soit minuit. Donc, elle a des grands-enfants qui vont se coucher tard. Le rythme des enfants est extrêmement décalé en plus. Et donc, en termes d'intimité, en termes de retrouvailles de couple, en termes de sexualité, bien évidemment, le confinement, c'est pas la meilleure période qui soit. Donc, forcément, quand on a un couple qui est déjà en difficulté, c'est des situations qui sont exacerbées. Et je parle même pas des violences conjugales qui, bien sûr, vous le savez, ont enregistré une hausse malheureusement importante parce que on est les uns sur les autres et que les uns sur les autres, c'est des conditions propices à ce qu'on appelle le débordement émotionnel ou en langage courant le pétage de plomb. Merci beaucoup, Claire. Donc, on se rejoint évidemment tout à fait sur le constat et aussi sur les solutions à apporter. Je préciserai, et je le redis pour ceux qui n'étaient pas là pour les précédents webinaires, tout le monde sait que l'activité économique est à l'arrêt actuellement, mais les tribunaux aussi sont à l'arrêt, sauf pour les urgences, sauf pour les violences conjugales, et encore, faut-il que ces violences conjugales soient tout à fait avérées. Donc, on ne saisit pas un tribunal en référé ou sous la forme des référés, c'est-à-dire ce sont les deux procédures d'urgence où il faut qu'il y ait un caractère de gravité et d'urgence. Donc, ce sont deux critères cumulatifs pour éventuellement bénéficier d'une audience. Mais aujourd'hui, il faut que vous le disiez aux personnes que vous accompagnez, même quand il y a beaucoup de tensions à la maison, il ne faut pas prendre n'importe quel prétexte pour appeler la police ou la gendarmerie. Parce que quand bien même on pourrait déposer plainte, la deuxième étape, c'est-à-dire passer au tribunal, est tout à fait aléatoire. Vous savez que Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a ouvert des places à 3000 vacataires pour aider les magistrats quand les tribunaux vont rouvrir. Je vous le dis parce qu'on est en plein dedans. La semaine prochaine, c'est la fin du confinement. On est en train d'appeler tous les tribunaux pour savoir les audiences sont-elles maintenues? Est-ce qu'elles ne sont pas maintenues? Les audiences qui devaient avoir lieu au mois de mars, au mois d'avril, est-ce qu'elles vont être reportées et à quelle date? On ne sait pas. C'est une cacophonie pas possible. Je ne suis pas du tout là pour taper sur la justice. Loin s'en faut, j'en fais partie. Mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile et qu'en fonction du tribunal judiciaire, parce que maintenant, on n'appelle plus les tribunaux tribunal de grande instance, on les appelle tribunal judiciaire, en fonction que voilà, vous soyez à Paris, que vous soyez dans l'Essonne,
que vous soyez du côté de Versailles, que vous soyez dans un autre département en France, eh bien, le calendrier est tout à fait aléatoire concernant la réouverture des tribunaux. Donc, plus que jamais, le cours de la procédure, des procédures qu'on aimerait engager en disant ah oui, mais de toute façon on s'entend pas et de toute façon tu n'auras pas les enfants. Ça, je pense que Claire pourra aller dans mon sens. Ça, c'est vraiment malheureusement parler comme ça, mais c'est un peu la tarte à la crème. J'ai tellement de personnes qui m'appellent en me disant oui, elle me menace si je fais pas ci, si je fais pas ça, j'aurai pas les enfants, j'aurai pas l'alternance, etc. Tout ça, excusez-moi ce terme-là, ce sont des infantilismes. Je vous explique pourquoi. Bon, pour ceux qui me connaissent, comment dire, tout au long des petits déjeuners juridiques, vous savez que j'ai un discours assez clair, assez transparent, et quand il le faut, je donne mon avis. Alors là, je vais vous donner mon avis, un avis tout à fait donc subjectif. C'est que aujourd'hui, il n'y a rien à attendre de la justice aux affaires familiales rapidement, d'accord? Donc, le calendrier actuel qui est complètement, donc les tribunaux qui sont complètement à l'arrêt, vont obliger les couples, même les couples qui s'entendent très mal, même les couples qui ont des contentieux importants sur le plan patrimonial ou autre, ils vont être obligés de s'entendre. Donc, toutes les réflexions, même si elles sont justifiées, liées, on en revient au sujet du jour, à la charge mentale en disant je me suis toujours occupée seule des enfants, tu t'es pas occupée, et moi, comme un peu Valérie Benguigui dans l'extrait du prénom, eh ben regarde, toi, tu as eu un poste important et moi j'ai travaillé à ta place. Eh bien ça, un juge, bien sûr, sera à même de l'entendre dans le cadre d'une procédure JAF, mais quand ça, nul ne le sait. Est-ce que ce sera dans 6 mois? Est-ce que ce sera dans 1 an? Donc, en attendant, il va bien falloir s'entendre. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ces couples-là, même qu'il y avait un contentieux lourd sur beaucoup de sujets, notamment les sujets du jour, la gestion des enfants, la gestion de l'argent, la gestion du patrimoine, la gestion des carrières professionnelles, eh ben, ils vont être obligés de s'asseoir autour d'une table et de décider. S'ils n'y arrivent pas seuls, il faut absolument, moi je les engage toujours à passer par la case, soit une thérapie de couple avec une psychologue clinicienne, Claire Dahan ici présente est tout à fait compétente en la matière, ou alors un médiateur familial, mais qui aura moins la casquette psy, mais qui peut être aussi très intéressant, et seulement dans un second temps, de solliciter un avocat. Et si véritablement on n'arrive pas du tout à s'entendre et qu'on se balance à la figure tous ces sujets, j'étais la seule à m'occuper des enfants, etc., eh bien là, il faut prendre chacun un avocat et que les avocats discutent entre eux. Mais en aucun cas, en tout cas en l'état du planning de la justice, penser à faire des plaintes un peu fallacieuses qui seraient assimilées à des procédures dilatoires et qui, de toute façon, quand bien même elles prospéreraient, on ne sait même pas quand on pourrait passer devant le juge des affaires familiales. Ça me paraissait extrêmement important de préciser ce point-là, dans la lignée de ce que j'ai dit à l'occasion des précédents webinaires. Donc, Claire, je vous remercie beaucoup pour vos, comment dire, pour vos précisions. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez d'autres choses à nous dire sur ces 3 aspects de la charge mentale, corporelle, émotionnelle, psychique? Alors, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous venez de dire. En fait, les couples qui sont en prévision de divorce, c'est aussi l'occasion, le confinement, des coups bas. Vous parliez tout à l'heure de la femme qui a décidé de plus rien faire à la maison. Il y a aussi des cas, j'ai malheureusement des patients comme ça, où l'un des deux va dire, bon, donc il y a une alternance, hein, donc qui fonctionne également pendant le confinement, bien entendu, et puis où l'un des deux va dire, oui, mais la petite m'a dit que tu éternuais, donc elle va pas chez toi pendant 14 jours. Donc voilà, toutes ces petites choses-là qui sont autant d'occasions pour se taper dans les pattes et qui sont encore une fois exacerbées par des sujets où bien évidemment tout le monde a peur d'attraper le Covid et donc ce sont des sujets faciles. Et il faut faire extrêmement attention parce que il ne s'agit pas à chacun de faire le procès de l'autre et que ce soit décuplé. Donc ça, c'est un phénomène à prendre en compte. Tous ces petits coups bas, les enfants, etc. On sait qu'on va avoir des couples qui vont payer cher ces situations d'entre-deux après. Voilà. Alors peut-être pour revenir sur la question, pour ce qui concerne la charge mentale, moi j'aimerais insister sur quelque chose de l'ordre de ce que vous appelez, Judith, la charge mentale du cœur ou les émotions, ce que j'appelais moi la charge mentale émotionnelle. La charge mentale émotionnelle, elle est due aussi au fait que les femmes ont du mal à demander les choses. Alors soit elles les demandent pas parce qu'elles ont intégré, ça c'est tout à fait archaïque, que c'est à elles de faire les choses, soit elles les demandent pas parce qu'elles ont peur que ce soit mal fait.
et ça c'est vraiment un travail qu'elles doivent faire, d'accepter quand on délègue une tâche qu'elle soit faite comme elle est faite. Soit elles ne demandent pas aussi parce que dans la façon de demander, souvent dans le couple, il y a des problèmes de communication, comme vous le disiez Judith, et à ce moment-là, on va pas demander, on va faire un reproche, on va accabler. Donc moi, j'encourage tout le monde à se pencher un petit peu sur les principes de la communication non violente, c'est-à-dire à pouvoir rappeler à l'autre un fait. Voilà, lorsque hier, par exemple, j'ai dû m'occuper seule de telle ou telle tâche, et ensuite comment je me sens. C'est-à-dire que quand on demande quelque chose à l'autre, on ne parle pas de ce que l'autre ne fait pas, mais on parle de ce que nous, on ressent lorsque l'autre ne le fait pas, et de nos besoins et de nos demandes. Et formuler une demande, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à faire, puisque bien souvent, je vois en thérapie de couple, lorsque la femme arrive à formuler, c'est souvent la femme, arrive à formuler une demande, et bien souvent, c'est la première fois qu'elle a exprimé les choses. Et donc, en ces périodes de confinement, peut-être tout simplement pouvoir dire à la fois au papa et à la fois aux enfants, voilà, moi, quand je fais tous les jours seule à manger et quand je débarrasse, ou par exemple, choses et autres, eh bien, je me sens débordée, je me sens dépassée et j'ai besoin de vous. C'est-à-dire, accabler quelqu'un, ça lui donne pas envie de faire un effort. Par contre, lui donner la responsabilité et lui dire, le responsabiliser en lui disant, voilà, lorsque tu fais quelque chose, je me sens importante, je me sens soulagée. Là, on est dans une autre dynamique. Donc, la communication non violente, pour celles qui s'y intéressent avec Marshall Rosenberg, c'est vraiment un puits d'intelligence et de ressources qui est très accessible à tout le monde. Et j'invite vraiment, voilà, il y a des soucis de communication lorsqu'on est tous les uns sur les autres, mais j'invite tout le monde à pouvoir s'intéresser un petit peu à une autre façon de communiquer dans le couple et avec nos enfants dans ces périodes-là. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions. Donc là, nous avons abordé la charge mentale sous ses aspects, on va dire, psychologiques, pas psychologisants, puisqu'on a vraiment ciblé les trois aspects essentiels la concernant, avec ses pendants juridiques. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de pouvoir parler de la charge mentale côté travail. Alors, avant d'embrayer sur la charge mentale côté travail, je voulais vous dire que nous déplorons l'absence de Ilana Wakli-Rimi, qui est professeure des écoles, formatrice auprès de ses collègues depuis à peu près une trentaine d'années. Elle est passionnante. Malheureusement, elle n'a pu être là aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire parce que drame du Covid, elle a dû assister à un enterrement à 14h30. Mais elle ne manquera pas, m'a-t-elle dit, de nous transmettre de la documentation très pertinente concernant l'apprentissage par le jeu ou les questions qu'ont pu lui faire remonter certains parents. Simplement, je ne veux pas parler à sa place, mais je vais juste relayer deux idées très fortes sur lesquelles j'ai eu l'intérêt d'échanger avec elle ces derniers jours. Elle m'a dit la chose, c'est qu'effectivement, souvent le professeur, en ces périodes de confinement, c'est le premier interlocuteur des parents qui sont en difficulté ou même des couples d'ailleurs qui sont en difficulté. Donc les professeurs ont un rôle tout particulier, qu'ils choisissent ou pas de reprendre l'école en dur, dans la vraie vie, dans les locaux, ou alors qu'ils décident de continuer en faisant des séances par visioconférence. Eh bien, vraiment, un peu comme les assistants sociaux d'ailleurs, qui sont en première ligne pour récupérer, répercuter aussi la parole, les difficultés de leurs agents ou de leurs salariés. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, ce sont véritablement les enseignants qui déjà étaient au cœur des problématiques familiales, mais là le sont encore plus. Concernant la notion de charge mentale, elle m'a dit elle l'entendait de beaucoup de mamans, ça fait pas mystère, c'est tout ce qu'on vient de dire depuis à peu près une demi-heure, mais elle m'a pointé une difficulté particulière sur laquelle j'attire votre attention, qui est celle des parents séparés ou divorcés. Et Claire Dahan l'expliquera de manière très précise, je pense, en conclusion, c'est qu'un des problèmes de la charge mentale, c'est pas de simplement pour une femme de se poser en tant que victime et de dire regarde, je fais tout pour arriver à l'état cocotte minute qu'on a pu voir dans ces deux vidéos, qui peut être extrêmement délétère et pour la personne parce que la colère peut être très nocive quand c'est à ce point, et aussi pour le couple et pour les enfants. Mais
elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit beaucoup de parents séparés ou divorcés dénient la compétence de l'autre parent. Et peut-être Claire pourra nous dire juste un petit mot là-dessus avant qu'on enchaîne sur la charge mentale côté travail. C'est que elle me dit la chose suivante, elle me dit voilà, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent en me disant oh, regardez, moi, par exemple, les enfants qui sont en alternance et qui, malgré le confinement, faut une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, eh bien, j'ai beaucoup de mères ou de pères qui disent, regardez, chez la mère ou chez le père, il n'apprend rien, elle ne sait pas faire, elle ne le suit pas, etc. Et là, elle m'a dit la chose suivante, un propos qui me semble de bon sens, très intéressant, et que d'ailleurs vous pouvez reprendre en tant qu'assistants sociaux qui accompagnez les agents et salariés, c'est que ce déni de la compétence, souvent la compétence du père, parce qu'il faut admettre que beaucoup de mères se sentent parfois un peu toutes puissantes, ou en tout cas, ne prenons pas des mots aussi forts, mais en tout cas seules détentrices de la connaissance, du bon suivi de la scolarité de leurs enfants, eh bien, c'est extrêmement important. C'est un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, parce que particulièrement si on arrive à la séparation ou au divorce, eh bien, un papa, même si on n'est pas d'accord sur toutes les méthodes éducatives, eh bien, il s'occupera de son enfant à sa manière, avec ses compétences à lui, mais il s'en occupe. Donc, ce à quoi je voulais vous inviter, c'est de ne pas prêter une oreille trop attentive à ces récriminations, parce que si on est face à un parent qui n'est pas maltraitant, qui n'est pas violent, il n'y a pas de raison de renier ses compétences et certainement pas d'engager des procédures sur ces sujets-là, sauf bien évidemment s'il y a une atteinte très importante à sa sécurité, à sa santé physique ou psychique. Claire, peut-être vous pouvez nous dire rebondir très rapidement là-dessus. Oui, alors tout à l'heure, je disais apprendre à demander et apprendre que les choses soient faites comme elles peuvent être faites par l'autre conjoint. Alors de la même façon que lorsqu'une femme veut de l'aide, eh bien si son conjoint l'aide en faisant une machine à laver, mais que c'est pas fait au programme que la femme souhaitait, eh ben, c'est pas grave, hein, c'est une forme d'aide. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand un papa s'occupe des devoirs, comme vous l'avez très bien dit Judith, c'est tout à fait dans son intérêt aussi que la continuité pédagogique soit assurée. Eh bien, il va peut-être pas faire la même chose, mais il fera autrement à sa façon et ce sera bien aussi. Donc, si la maman veut absolument faire 10 lignes d'écriture par jour à son enfant et que le papa préfère faire autrement, préfère faire de la lecture par exemple, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux deux parents et que le confinement soit pas, encore une fois, l'occasion de faire des coups bas et des reproches à tout va. Je voulais juste rebondir sur cette histoire d'école à la maison, puisque moi, c'est un sujet, les patients m'en parlent beaucoup en téléconsultation. J'entends souvent des mamans qui sont complètement paniquées, des mamans et des parents. Je vais pas y arriver, je vais pas réussir à faire ça, c'est trop, la maîtresse donne trop de choses. Eh bien, d'abord, on fait ce qu'on peut, et puis il faut accepter aussi qu'on n'est pas tous formés et on n'est pas tous doués pour la transmission de connaissances. La transmission de connaissances, c'est un métier. Donc, on n'attend pas de nous de devenir des instituteurs, des professeurs. On attend de nous de motiver les enfants, de les inciter à avoir un temps de travail et, si possible, en fonction des classes, les aider. Mais c'est important parce que cette charge mentale, elle pèse, encore une fois, c'est il faut que je fasse. Donc, la femme, puisque c'est beaucoup la femme, comme on l'a dit, elle va aller se coucher le soir en se disant, bah, demain, elle va faire sa to-do list. Demain, il faut que je fasse ça, et dans tel domaine, tâches domestiques et le télétravail dont Judith a déjà parlé dans un précédent webinaire. Et il va falloir que je m'occupe de l'école à la maison. Et il y a la page 53 que mon garçon ne sait pas lire. Donc, à un moment donné, il faut aussi relâcher un petit peu la pression. On fait ce qu'on peut faire. C'est un métier, enseigner. Donc, on va soutenir ce qui est donné en continuité pédagogique, mais je pense qu'on n'attend pas de nous, parents, de boucler le programme comme des enseignants peuvent le faire. Merci beaucoup Claire pour ces ultimes précisions concernant la scolarité. Comme je vous ai dit, vous aurez une documentation très intéressante sur l'aspect scolaire. Alors, j'embraye rapidement puisqu'il nous reste un quart d'heure sur la charge mentale au travail. Dans son travail, on sait qu'un agent ou salarié supporte une charge physique et mentale. Si la charge physique est assez facile à définir ou à mesurer, il n'en est pas de même pour la charge mentale, pour laquelle interviennent de multiples facteurs et leur interaction qui rend difficile une appréciation, je dirais, objective des exigences et des pressions psychologiques exercées sur le psychisme du travailleur. Un excès de charge mentale peut générer donc des conditions de travail stressantes, responsables parfois de risques psychosomatiques.
Ce qui est là aujourd'hui en jeu, notamment à travers le télétravail, ce sont les adaptations et les changements organisationnels qui sont très fréquents, donc en période notamment de crise sanitaire. L'entreprise est obligée d'évoluer et ce de plus en plus rapidement. Soit, voilà, on l'a vu, là on est passé très brutalement à un télétravail qui était souvent volontaire et là qui maintenant a été imposé. Et donc, tout ce qui concerne la capacité d'anticipation et d'adaptation de l'entreprise a été mis de côté. Or, on sait que l'anticipation et l'adaptation, c'est un facteur clé de succès pour la bonne ambiance dans les équipes, pour le bon ressenti des agents ou des salariés. Et là, effectivement, que ce soit les managers ou que ce soit la structure, la société dans son ensemble, n'a pas pu mettre en place toute cette organisation graduelle pour précisément rassurer les gens et que l'adaptation soit bien prise. Donc, ces décisions managériales, elles ont mis en avant plutôt une démarche de réalisation de changements explicites, on va dire sous forme d'exigence, et surtout un niveau d'exigence pour lesquels les salariés ou les agents n'ont rien à dire. Quasiment. Alors, je ne dirais pas que c'est dictatorial ou autoritaire, mais tout de même, on voit bien que dans ce contexte de confinement, il y a quand même quelques mesures un peu liberticides, notamment le tracking peut-être qui vont être mises en place. Bref, je ne suis pas là pour en parler, ce sera aussi l'objet d'un webinaire. Mais au niveau du travail, on voit bien que, par exemple, tout ce qui concerne le télétravail, eh bien, il faut qu'il y ait une charte qui soit signée, etc., qui soit bien explicitée. Et là, j'imagine que dans beaucoup de structures, on n'a pas eu le temps de solliciter les syndicats, etc., toutes les personnes qui auraient pu un petit peu moduler cette adaptation et faire en sorte que les choses se passent de manière plus simple. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer cette charge mentale au travail dans ce contexte actuel et ces croisements justement avec la charge mentale personnelle? Il y a une méthode qui est très, très intéressante que je vous communiquerai, qui est la méthode Karasek et Sigrist, qui est la méthode de référence et qui propose 3 axes d'analyse dont les croisements sont très significatifs, on va dire, pour poser une situation de charge mentale au travail. Donc, j'aimerais bien, Léa, si vous pouvez, que vous nous énumériez les grands axes d'évaluation qui vont vous permettre à vous, assistants sociaux pour la plupart qui assistent à ce webinaire, à orienter au mieux les agents et les salariés que vous rencontrez et surtout à bien définir si, oui ou non, on se trouve dans un contexte, on va dire, de charge mentale au travail. Alors, le premier axe, c'est les exigences de travail, c'est-à-dire les exigences qui correspondent au niveau de demande psychologique en quantité, complexité et durée de travail à fournir. Le deuxième axe, c'est le degré d'autonomie, qui correspond à la possibilité de choisir les modes opératoires, à la capacité de peser sur les décisions et à l'utilisation des compétences et qui mesure la possibilité d'épanouissement dans la réalisation de la tâche. Donc la liberté d'organisation, la marge de manœuvre, la diversité des tâches laissées aux salariés. Le troisième axe, c'est celui du soutien social. Donc que le soutien soit instrumental ou émotionnel. On dispose le travailleur sur son lieu de travail de la part des collègues ou de sa hiérarchie. Donc voilà, ce sont les 3 grands axes de travail qui permettent un peu d'évaluer la charge mentale du salarié ou du travailleur. On vous entend plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour récapituler ces 3 axes, c'est très important. Donc, nous avons dans un premier temps, vous m'entendez bien là? Là, oui. Parfait. Les exigences de travail, le degré d'autonomie et enfin le soutien social, instrumental ou émotionnel dont dispose le travailleur sur son lieu de travail. Je vous transmettrai un questionnaire extrêmement précis, très bien fait de l'INRS qui vous permettra de pouvoir orienter au mieux, guider au mieux les entretiens que vous aurez, même si ce sont des visioconférences, avec les agents ou salariés que vous accompagnez. Alors, après avoir rappelé ces 3 axes d'appréciation de la charge mentale au travail, il faut surtout rappeler un concept fondamental que je rappelle à longueur de petit déjeuner juridique ou de webinaire, c'est l'obligation de sécurité de résultats qui pèse sur l'employeur, même dans le cadre du télétravail. Est-ce que Léa, rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'article dans le Code du travail qui précise cette fameuse obligation incontournable de l'employeur?
Alors, c'est l'article L 4121-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, ces mesures comprennent à la fois des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances de travail et tendre à l'amélioration des situations existantes. Et on peut juste dire aussi que cette obligation, c'est une obligation de résultat. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Alors, je développe cet aspect-là parce qu'il est extrêmement important, justement pour faire valoir vos droits auprès de votre employeur ou simplement dans une relation hiérarchique, une relation qu'on appelle en droit de subordination à l'égard de votre manager, votre N+1 ou votre N+2. C'est que, bien évidemment, le télétravail comporte des risques professionnels. Et c'est pas parce qu'on travaille dans la sphère privée que tout à coup, tout ce qui relève des risques psychosociaux n'existe plus. Parfois, bien au contraire. Donc, ce télétravail comporte des risques professionnels qui sont amplifiés par l'éloignement et l'isolement. Alors, il y a des risques qui ont trait à la santé physique des gens, l'inadaptation du matériel de télétravail ou du bureau à domicile, qui peut engendrer par exemple des risques physiques, musculo-squelettiques, visuels, électriques, liés par exemple à une mauvaise ergonomie ou une installation défectueuse, mais il y a aussi des risques psychosociaux qui sont très importants. Alors, je vous en donne quelques-uns en vrac, c'est les plus notables. Ce sont par exemple la perte de limite entre vie professionnelle et vie privée, précisément le sujet du jour, la charge mentale, vie professionnelle, vie privée, comment équilibrer, le stress lié à des contrôles ou objectifs excessifs, même si bien évidemment le télétravail, comme vient de le préciser Léa, doit être défini dans le temps, mais on peut avoir cette sensation, qui n'est pas une sensation complètement extraterrestre, d'être un peu fliqué par son employeur. Il y a aussi l'affaiblissement des relations interpersonnelles qui peut créer une forme de déprime, soit de bore-out, un peu d'ennui, toujours d'être dans le même environnement de travail, soit parfois de burn-out, précisément parce qu'on se sent tout le temps sur la sellette, tout le temps traqué, on va dire, par son manager, et que peut-être, dans ce cadre-là, eh ben, on a envie d'en faire un peu plus, et que sans faire un peu plus, on peut arriver à une forme une forme de ce qu'on appelle de burn-out. Voilà. Et Judith, il y aurait une question, ça serait donc pour les salariés qui n'ont pas forcément conscience de tous ces risques et des obligations qui incombent à l'employeur, qui viennent à la rencontre des assistantes sociales, mais qui n'en ont pas conscience, qui ne posent pas la question. Comment les assistantes sociales peuvent les accompagner alors qu'ils n'ont pas conscience de ces risques-là? Alors précisément, Léa, c'est une question très, très importante, très intéressante, et je comptais rebondir là-dessus, c'est qu'il faut s'appuyer sur cet article L 1222-9 et 10 du Code du travail que vous avez énuméré. Alors, vous avez énuméré une première concernant l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Là, j'en énumère un autre article qui est donc cet article L 1222-9 et 10 du Code du travail qui a trait au télétravail et qui précise notamment que la charte que tout le monde que tous les acteurs de la société sont censés signer, eh bien, elle est soumise à des modalités d'acceptation par le salarié sur les conditions de mise en œuvre du télétravail. Et troisième alinéa, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Donc, tout ce qui concerne l'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ou la régulation de la charge de travail, et là, on en revient au sujet du jour, c'est-à-dire l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, doit être remonté vers l'employeur. Donc, si vous voulez aider de manière pertinente les salariés et les agents que vous accompagnez, il faut que vous vous basiez et sur cet article L 4161-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, et si la personne est en télétravail, sur cet article, L 1222-9 et 10 du Code du travail. Et bien que le télétravail était un peu à marche forcée, ça n'exonère pas, encore une fois, l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, et donc l'employeur doit prendre des mesures soit en réaction à une problématique, soit plutôt des mesures préventives, et qui prennent à la fois en compte les risques physiques, essentiellement de manière ergonomique, mais aussi l'accentuation possible des risques psychosociaux qui sont induits. Je vous transférerai
après ce webinaire, et je vais profiter, je suis désolée, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, tout l'aspect documentation, de le mettre sur le site internet pour les webinaires précédents, mais je vais profiter du pont qui arrive demain pour le faire, et vous verrez, vous aurez une documentation formidable pour avancer et pour orienter au mieux les agents ou les salariés que vous accompagnez. Le temps court, il nous reste, je crois, 7 petites minutes. Claire, je vais vous laisser la parole, presque une parole de conclusion, pour essayer d'aborder quelques solutions pour sortir de cette nasse que peut être la charge mentale. Marie-Noëlle Marville, avec qui j'ai eu le plaisir de faire un webinaire sur le confinement et le contentieux autour de la modalité de résidence des enfants, nous dit à juste titre que peut-être sur ces notions-là, eh ben, il faut peut-être aller vers une forme de lâcher prise. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Claire? Comment est-ce qu'on pourrait aussi un petit peu comment dire, intégrer cette notion de lâcher prise dans les solutions que vous préconisez? Alors, je suis complètement d'accord. Le lâcher-prise, c'est quelque chose de fondamental en général hein, pour s'alléger de la charge mentale et en particulier en période de confinement. Le lâcher-prise, c'est pouvoir dire, d'une part, prendre conscience de qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais effectivement en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, et puis pouvoir se dire, ben voilà, ce que j'arrive pas à faire, eh ben c'est pas grave, je suis ok avec ça parce que je suis pas Wonder Woman et qu'on aurait vachement envie de relever tous les défis sociétaux qui s'imposent à nous, mais que non, à un moment donné, il faut pouvoir dire stop, je ne vais pas pouvoir tout gérer et tout gérer de manière parfaite. Léa disait tout à l'heure qu'elle parlait de, je crois, Léa ou Judith, de perfectionnisme et de ce côté multitâche. Je pense qu'un des défauts des femmes, c'est de vouloir faire les choses parfaitement à leur manière, comme elles l'entendent. Et c'est ça qui est terriblement épuisant. C'est ces fameuses to-do list qui finalement sont épuisantes parce que dans cette to-do list, on en met énormément et on en met plus que nécessaire. Donc déjà, on arrête la to-do list pour le moment et on regarde qu'est-ce qu'on arrive à faire et on comptabilise plutôt que ce qu'on fait pas, on comptabilise ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment extrêmement important pour lâcher prise de se dire mais attends, je fais quand même un certain nombre de choses et je peux m'appuyer sur ça pour me dire que j'ai rempli mon rôle, entre guillemets. Et c'est pas la peine d'en faire plus. Je voulais rebondir aussi sur la question du télétravail et du couple, puisqu'on voit que finalement, cette charge mentale, parfois, sont des sujets qui se croisent avec le couple et l'employeur. J'ai eu hier une patiente qui me disait, nous, ça va pas du tout dans le couple, puisque mon mari et moi, nous sommes en télétravail, et puis on a des enfants à gérer, et mon mari, lui, s'isole de 9h à 17h ou à 18h dans son bureau, et moi, je suis obligée de traiter des dossiers et des mails à côté des enfants. Et c'est extrêmement fatigant. Ce qui est important, il n'y a pas un travail de l'un qui est plus important qu'un travail de l'autre. À un moment donné, on doit s'organiser avec nos employeurs pour pouvoir faire ces horaires de télétravail en fonction aussi du conjoint. C'est-à-dire chacun prend des plages horaires différentes. On ne peut pas laisser des enfants seuls sans surveillance toute la journée, bien évidemment. Et ce n'est pas normal que ce soit uniquement un des deux parents qui s'occupe de ça. Donc, il y a quelque chose en termes d'organisation, en termes de demande, et puis bien sûr en termes de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter qu'on a nos limites et d'accepter qu'on fait déjà pas mal de choses et qui sont déjà très bien et qui sont peut-être suffisantes, qu'on n'a pas besoin d'être des mères, des femmes, des employés parfaites en ces temps de confinement, qui sont des temps qui nous perturbent beaucoup psychologiquement, des temps de non-repère qui sont compliqués pour tout le monde. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, les solutions pour essayer d'évacuer la salle, tant personnelle que professionnelle, eh bien, Claire vient d'initier quelques pistes. Moi, les pistes que je vous donne et que je vous redonne pour conclure ce webinaire, ce sont les suivantes. Pour rejoindre ce qu'a dit Claire, pour rejoindre aussi ce qu'a marqué Marie-Noëlle dans le chat, c'est que d'une certaine manière, à partir du moment où aujourd'hui la justice est à l'arrêt, il faut lâcher prise par rapport à ces notions-là. Voilà. Il faut essayer d'élaborer des demandes extrêmement claires, c'est-à-dire dire j'ai besoin de toi, là je suis en train de travailler, ou de mettre les enfants un petit peu au travail eux aussi, notamment au niveau des tâches ménagères. Et il faut aussi énoncer des demandes extrêmement claires à l'égard de son employeur. Je terminerai en disant que souvent les femmes ont une mauvaise posture, c'est quelque chose que je rencontre très fréquemment,
que peut-être que je vis aussi, voilà, sans tomber dans les caricatures, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Mais souvent, les femmes ont la posture de la bonne élève, c'est-à-dire qu'elles veulent faire plaisir, elles veulent prendre en charge les besoins des autres. Et vous voyez, par exemple, dans le monde du travail, quand un manager a une tâche un petit peu ingrate, administrative ou autre, à donner même un cadre qui serait dans l'organigramme au top management, vous voyez, avec des gens qui auraient un petit peu même des niveaux assez importants, eh bien, spontanément, ils vont plus le donner à une femme qu'à un homme, parce qu'une femme sera plus susceptible de l'accepter et un homme plus susceptible de le refuser. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il faut partir d'une vision de bon sens. Il faut exprimer des demandes, il faut exprimer des demandes très claires, il faut exprimer des demandes objectives, liées à des ressentiments objectifs, pas se traiter d'hystérique, comme on l'a dit en introduction, voilà. Essayez, même si on a une émotion qui déborde, rester très calme, faire des phrases sujet, verbe, complément, dire voilà, je me sens mal, la tâche de travail que tu m'as donnée, elle est trop importante, j'ai des jeunes enfants à la maison, je ne peux pas assumer tant d'heures de télétravail ou je ne peux pas l'assumer dans ces créneaux horaires. Ne pas accepter, par exemple, vous pouvez tout à fait dire à votre employeur que la énième réunion du jour qui dure 1 heure et demie, eh bien, vous ne pouvez pas parce que concomitamment, vous avez le suivi scolaire des enfants, etc., ou que vous n'avez pas assez d'outils informatiques à la maison. Tout ça, vous devez le revendiquer. Vous devez le revendiquer, dans la sphère familiale, pour ne pas laisser prospérer un contentieux trop tendu s'il y a un projet de séparation ou de divorce, et rester sur des éléments objectifs et précisément profiter du confinement pour préparer à froid, gentiment et sereinement, toutes les conséquences de la procédure de divorce ou de séparation. S'il n'y a pas de procédure de divorce ou de séparation en cours, ne pas profiter de la charge mentale qui explose pour dire « Ah bah sinon, à la fin du confinement, je vais voir un avocat et je divorce ». Ça, je vous oriente, il faut orienter très fortement les agents et les salariés que vous accompagnez vers des professionnels, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, parce que parfois il peut y avoir des pathologies très importantes, des médiateurs familiaux, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur la partie familiale. Maintenant, sur la partie droit du travail, c'est très important plus que jamais d'énoncer ses demandes, d'énoncer ses besoins, de dire quand ça ne va pas, parce que quelle sera la peut-être qui va s'annoncer, c'est que si vous ne remplissez pas vos objectifs au niveau du travail, et il y a peut-être des licenciements, fallacieux, des licenciements sans cause réelle et sérieuse qui vont pouvoir émerger parce que crise économique oblige. Encore une fois, je ne vais pas casser du sucre sur les sociétés, mais certaines entreprises vont devoir licencier et vous savez aussi bien que moi qu'il suffit d'une faute, même d'une faute simple, pour être licencié. Et la faute, eh ben, elle peut être effectuée même dans le cadre d'un télétravail. Donc attention, ne pensez pas parce que vous êtes en télétravail que vous ne pouvez pas commettre de faute. Et si vous dites après coup, ah bien, bah, j'étais dans des conditions inacceptables, etc., eh ben, qu'est-ce que l'employeur, votre manager va dire? Et on en revient au sujet du jour. Eh ben, fallait le dire. Fallait le dire, c'est la petite vignette d'Emma. Et ça, en droit du travail, ça prévaut. Parce que c'est le salarié ou l'agent qui a la charge de la preuve. Et donc, si vous n'avez pas fait remonter l'information, ne serait-ce que par un mail, et j'invite à faire des mails assez formels, remonter au N+1, au N+2 à la RH, en disant, voilà, là, ça ne va pas, là, mes conditions de travail, ça ne va pas, eh bien, malheureusement, on pourra éventuellement vous reprocher une faute même minime. Alors, il faut éviter ça, les mesures de licenciement, même les mesures disciplinaires, et effectivement, ne pas se laisser, je dirais, bouffer par cette charge mentale, tant professionnelle que privée, et essayer de penser un peu les choses, dire, attention, là, ça ne va pas, là, je suis débordée, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on s'assoit en famille pour trouver des solutions, on se pose même en visio avec son N+1, son N+2 ou ses collègues pour dire, là, j'y arrive plus, c'est ça qu'il faut faire, c'est la première des choses. Donc oui, peut-être, dans un premier temps, lâcher prise, faire baisser le niveau des émotions, et dans un deuxième temps, agir, trouver des solutions. Donc voilà, sur ce, j'ai débordé de 3 petites minutes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Claire Dahan est à votre disposition par mail. Je vous enverrai son mail si vous avez des questions, si vous voulez prendre des rendez-vous, orienter des personnes que vous rencontrez vers elle. Vous faites des visioconsultations, Claire, en ce moment. Alors oui, vous m'entendez? Oui. Comme tous mes collègues, on travaille tous en téléconsultation, d'une part parce qu'on n'avait pas le choix jusqu'à maintenant, et même en prévision de l'éventuel du déconfinement, il est question de privilégier la téléconsultation, le télétravail pour éviter les échanges. Donc oui, tout à fait, on travaille en téléconsultation.
Merci beaucoup, Claire. Et au cabinet Buchin-Gérubin, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai fait passer dans un mailing. Bien évidemment, on continue les consultations juridiques gratuites en visioconférence. On est encore plus réactif que d'habitude puisqu'on n'a pas le téléphone qui sonne ou les clients en rendez-vous physique à recevoir. Donc, on est tout à fait disponible. On est une équipe de 5 avocats et juristes en toute matière, en pénal, en famille ou en droit du travail ou en médical. Donc, on est tout à fait à même de vous répondre de manière assez réactive à vos questions à vous, assistants sociaux ou RH ou juristes ou délégués syndicaux et aux agents et salariés que vous rencontrez. En tout cas, voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, vous a donné des pistes pour pouvoir répondre, orienter au mieux les agents et salariés que vous accompagnez. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bon courage en cette période presque post-confinement et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains webinaires. Mardi, ce sera sur les violences conjugales en période de confinement et jeudi, eh bien, on l'a abordé un petit peu ici, ce sera sur l'obligation de sécurité de l'employeur et on abordera notamment la responsabilité pénale de l'employeur qui peut être de manière très pertinente relevée en ces périodes un petit peu troublées. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.